Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau numéro de Les Échos d'Afrique. Ce soir, nous allons reprendre un débat qu'on avait entrepris la semaine dernière sur la tension qui prévaut actuellement au Sahara occidental. Une tension qui est provoquée par le Maroc suite à son incursion sur Guerguerat et la reprise des armes par le franc Polisario. Nous allons revenir en détail justement sur ce qui se passe au Sahara occidental, mais laissez-moi vous présenter nos invités. Alors, Monsieur Diarraoud Ilyes, vous êtes directeur de la rédaction El Moujahid. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre Bonsoir, c'est moi invitation. qui vous remercie. Et Jamal Boukrine, journaliste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc, je le disais en début d'émission, la tension gronde au Sahara occidental. Le Maroc semble mettre tout le monde au pied du mur, c'est-à-dire devant le fait accompli. Et même les instances internationales semblent même tétanisées à l'image de la MINURSO et à un degré moindre l'Union africaine. Et en parlant justement de l'Union africaine, et il faut savoir qu'actuellement, l'Union africaine est présidée par l'Afrique du Sud, un allié traditionnel du Sahara occidental, à l'instar de la Namibie et du Nigeria. Alors, Monsieur Diarraoud, est-ce que vous pensez que par le fait que l'Union africaine est présidée par un pays de la trempe de de l'Afrique du Sud, peut influer éventuellement sur les cours des choses? Ça pourrait se faire. On a déjà quelques signes. C'est que déjà le comité de paix et de sécurité de l'Union africaine reprend la main sur le dossier sahraoui. Mais cela risque d'être insuffisant. Parce que la question sahraoui ne dépend pas uniquement de l'Union africaine, comme des tas de questions dans cette planète, comme toutes les zones de conflit dans cette planète, mais au-delà de la volonté des puissants, des maîtres de ce monde, donc au-delà de l'ONU même, de décider ou non de régler ce conflit. C'est-à-dire le Conseil de sécurité. Moi je pense qu'au-delà du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité et l'ONU ont jusqu'à présent montré leurs limites. Dites-moi depuis 20 ans quel est le conflit qu'a réglé l'ONU? Aucun. Oui. C'est plutôt des initiatives de pays voisins, d'intermédiaires qui ont réglé les conflits, que ce soit en Syrie ou alors et les tentatives en Libye. Ça dépasse le cadre de l'ONU. L'ONU, je pense qu'aujourd'hui l'ONU est dépassée et il y a urgence à réformer l'ONU ou à repenser l'ONU. On parle de démocratie. Est-il démocratique qu'au sein de l'ONU, des pays aient le droit de veto? Que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Or là, quand un seul pays peut bloquer toute une résolution. Deuxièmement, l'ONU a jusqu'à présent émis des tas de résolutions, que ce soit pour la question sahraoui, pour la question palestinienne. Quelle portée ont eu ces résolutions sur la réalité du terrain? Donc une réforme de... Donc aujourd'hui, je pense que le jeu est entre les mains des puissants, de la France. La France ne laissera pas le Maroc tomber, comme son allié traditionnel. Justement, on va revenir... Et je pense qu'on essaiera de poursuivre. C'est-à-dire que vous préconisez beaucoup plus une réforme du Conseil de sécurité. Moi, je pense qu'il faut repenser l'ONU. Voilà. Telle qu'elle a été pensée en 1945. Voilà, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Aujourd'hui, la géostratégie mondiale est tout à fait différente, les rapports de force sont tout à fait différents, nous sommes dans une ère de globalisation, l'ONU aujourd'hui est dépassée. Et tant que l'ONU restera aux mains de quelques pays puissants, qui se neutralisent quand leurs intérêts sont en jeu, l'ONU n'a aucune portée, et je vous le dis encore une fois, quel est le conflit qu'a réglé l'ONU, quelle est la résolution de l'ONU qui a abouti. Justement, puisque vous abordez l'ONU et le Conseil de sécurité, alors quand Aminatou Haïdar, la grande africaine justement pour son combat inlassable contre la violence, dit noir sur blanc que s'il n'y a pas eu jusqu'à présent de référendum, c'est parce qu'il y a absence de volonté politique, c'est-à-dire au Conseil de sécurité. La France qui bloque pratiquement le Conseil de sécurité, il faut rappeler que la France est alignée à 100% sur les thèses marocaines. Qu'en pensez-vous, Jamal? Avant de répondre à cette question, il y a peut-être lieu de rappeler que le Maroc ne reconnaît pas les compétences de l'Union africaine dans le conflit du Sahara occidental. Et pourtant, il en est membre. Il est membre de l'Union africaine, il a ratifié toutes les conventions, y compris celle des frontières, mais le Maroc ne reconnaît pas aucune compétence à l'Union africaine. Et la décision qui a été prise hier ou avant-hier par l'Union africaine pour demander au CPS, donc à Saïd Chergui qui est son commissaire, de reprendre l'initiative
en Afrique au Sahara occidental, à savoir qu'il faut appeler les deux parties à renouer, me semble difficile dans l'état actuel des choses. Pourquoi? Parce que les Sahraouis disent qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que les Marocains ne se retirent pas. Et les Marocains, bien sûr, ils disent que pour nous, l'Union africaine n'a rien à faire ici, c'est une affaire de l'ONU. Donc c'est déjà un élément qui me semble, disons, intéressant de prendre en considération. Maintenant, pour le reste... Mais Jamal, d'une manière générale, est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU peut adopter des résolutions sans l'aval de l'Union africaine? Le Conseil de sécurité a pris des centaines de résolutions. Prenons l'exemple de... Sans l'aval de l'Union africaine? L'Union africaine, justement, le problème est-ce qu'il peut prendre? Il ne peut pas... Le Conseil de sécurité est souverain. Mais le Conseil de sécurité, depuis 1945, a pris un certain nombre de résolutions. Regardons le nombre de résolutions qu'il a pris pour le Proche-Orient. C'est des centaines de résolutions. Mais aucune n'a connu une suite. Parce que le Conseil de sécurité est pris en otage par un certain nombre de pays. Notamment les pays qui ont le droit de veto. Et pour revenir à notre question, donc à la question qui nous intéresse, oui, le Sahara occidental, la France, puisque c'est de elle qu'il s'agit, fait ce qu'elle veut, elle. Parce que ses intérêts sont au Maroc. Ses intérêts sont dans la continuité de la côte ouest africaine. Ses intérêts, elle est là pour empêcher donc un essor du Maghreb, parce qu'elle est là pour bloquer. Mais Jamal, d'une manière générale, M. Diallo, pourquoi la France est alignée jusqu'au bout sur les thèses marocaines? Pour des raisons d'abord historiques, pour des raisons économiques. Le Maroc est un allié traditionnel, il a toujours été sous le giron de la France, il continue à l'être. Les intérêts français au Maroc sont énormes. Les intérêts français aussi en Afrique de l'Ouest sont énormes. Et quand on parle de la brèche de Guergarat, c'est tout le commerce routier du Maroc vers l'Afrique de l'Ouest qui est en jeu. C'est pour ça que les Marocains ont ouvert cette brèche. Donc la France a d'énormes intérêts, elle veut préserver son précaré en Afrique. Et le Maroc est le meilleur allié pour la protection des intérêts français, que ce soit au Maroc ou que ce soit dans son prolongement ouest africain. Oui, parce que les pays du Sahel et l'Afrique de l'Ouest sont, jusqu'à nouvel ordre, un peu l'espace réservé, le cas réservé des Français. Et pour revenir un peu à ce que disait notre ami Liès concernant Guergarat, les Marocains n'ont pas ouvert pour rien. Ils l'ont ouvert pour s'offrir donc une voie en Afrique. C'est aussi une manière pour eux de concurrencer la transsaharienne, qui, elle, est sur le point d'être terminée. Oui. Parce que pour eux, si la transsaharienne venait à fonctionner avec le port d'El Hamdania, c'en est terminé pour une bonne partie de leur commerce. De l'acheminement des marchandises marocaines. Aujourd'hui, le port de Tanger travaille en partie pour le continent noir. Et nous, avec la transsaharienne, c'est 400 millions d'habitants qui vont être désenclavés. Le Mali, le Sénégal, c'est-à-dire, enfin, il y a tous les pays jusqu'au Nigeria qui vont être désenclavés. Et là, c'est autant de marchés perdus pour les gens qui sont aujourd'hui avec le Maroc. Je pense notamment aux pays du Golfe, qui veulent avoir accès au marché africain. Alors si on parle maintenant il y a une sorte d'entêtement du Maroc. Alors je ne sais pas, vous le savez tout aussi bien que moi, si en plus, qu'il n'y a aucun pays qui reconnaît officiellement la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental. Dès lors qu'il est inscrit comme territoire autonome non réglé. Et donc, la résolution de l'ONU de 1980 stipule noir sur blanc que pour régler cette situation, il faut aller impérativement vers le référendum. Là, il y a un double, si je peux me permettre, il y a un double jeu. Non, mais est-ce que le Maroc sait que si cette résolution n'est pas adoptée, le Sahara ne sera jamais marocain? Il y a un double jeu qui se fait. Vous me dites qu'aucun pays ne reconnaît la marocanité du Sahara occidental, mais d'un autre côté, beaucoup de pays
pas seulement des consulats, mais traite, même sur le plan de l'exploitation des ressources du Sahara occidental, traite des sociétés de pays qui ne reconnaissent pas, en violation des résolutions de l'ONU et en violation du droit international, traite. Donc il y a une certaine hypocrisie du monde occidental, et je dirais même du gros capital, vis-à-vis de cette question. Parce qu'officiellement, effectivement, le Sahara occidental n'est pas reconnu comme territoire marocain, c'est un processus de décolonisation qui est initié par territoire non réglé. Oui. Mais d'un autre côté, toutes les grandes entreprises de ces pays, ou du moins une grande partie, commercent avec le Maroc dans des territoires sur lesquels ils n'ont aucune souveraineté. Dans le droit, le Maroc International. n'a aucune légalité là-bas, et dans les faits, C'est autre chose. c'est autre chose. Parce que l'ONU ne fait plus du droit, elle fait maintenant du politique. D'où cette nécessité donc de réformer, de revoir, de repenser tout ce qui est ONU aujourd'hui. Oui. Quand on voit les pays de l'Union européenne commercer, signer des accords d'exploitation au niveau du pétrole, au niveau du gaz, pour les minerais, pour le poisson, avec les Marocains, dans des zones s'étendant donc aux frontières sahraouies, il y a à se poser des questions sur le respect du droit chez ces pays qui, eux, demandent aux autres de respecter le droit. C'est tout le paradoxe qu'il y a aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Mais pour revenir un petit peu sur les pays qui ont ouvert, M. Dialaout, les représentations consulaires à Dakhla, il est conçu et admis que dans la tradition diplomatique et consulaire internationale, quand est-ce qu'on ouvre une représentation diplomatique? C'est quand on a une communauté qui vit dans un pays hôte pour faciliter les transactions et les tracasseries administratives. Or, il se trouve que tous les pays qui ont ouvert des représentations consulaires à Dakhla n'ont aucun chat à Dakhla. Alors, la question est très simple. Est-ce que ces consulats sont politiques ou économiques? Ils sont politiques, parce que ça permet au Maroc de donner l'illusion d'une certaine autorité sur les territoires occupés. Les pays qui ont ouvert des consulats sont en général des pays qui sont financés d'une manière un petit peu, je dirais, en dessous de la table par le régime marocain. Pour la majorité des pays africains qui l'ont fait, on remarque c'est des pays qui dépendent énormément des financements marocains, et deuxièmement, qui sont dans ce qu'on appelle la France-Afrique, pour leur grosse majorité. Mis à part les Émirats, qui eux ont d'autres visées. Les Émirats, ça leur permet d'avoir une présence au Maghreb encore plus accrue, qui pourrait être utilisé, ce consulat pourrait être utilisé pour le renseignement, parce qu'il faut se dire aussi que le consulat ne sert pas seulement à s'occuper de nos concitoyens, mais aussi il y a du renseignement qui se fait, il y a les Émirats. C'est une appendice de l'ambassade, en fait. Voilà, les Émirats sont très impliqués dans la question libyenne, ça leur permettrait de mieux gérer leur présence ou leur poids dans la question libyenne à partir d'une présence au Maroc. Donc il y a des tas d'éléments politiques et géostratégiques et financiers qui font que ces pays ouvrent des consulats, même si, et je dis encore une fois, en violation du droit international, de la légalité internationale. En fait, il me semble que cette question, elle est beaucoup plus lourde qu'on ne peut l'imaginer. Pourquoi? Parce que l'ouverture des consulats, je dirais, subventionnés à Dakhla et à l'Ayoun occupés, obéissent à un certain nombre de calculs. Outre la fameuse représentation donc, pour des concitoyens qui n'existent pas, c'est beaucoup plus effectivement pour servir de boutique à des officines de renseignement, tout ça. Mais surtout, moi je pense, et ça le Premier ministre algérien et le président sahraoui l'ont rappelé dans leur message à la dernière réunion de l'Union africaine, c'est que, quelque part, on veut mettre le monde devant un fait accompli. Oui. La marocanité de Sahara. Et là, si on passe à ce stade, c'est-à-dire s'il y a une tendance vers cette reconnaissance, c'est tout le principe
un des principes cardinaux de l'Union africaine, Et qui de vote l'ONU en aussi. éclat. Et de l'ONU aussi. Oui. Mais surtout, on reste au niveau de l'Afrique, parce que c'est le continent aujourd'hui qui est convoité par tout le monde. C'est tout ce qu'on a hérité comme frontière au lendemain de nos indépendances qui risque de voler en éclats. Parce que si aujourd'hui on ferme l'œil sur la Maroc, sur Un prétendu Maroc. cette prétendue Marocanité du Sahara, aujourd'hui n'importe quel pays pourrait connaître, pourrait voler en éclats. On a eu l'exemple du Soudan, on a fermé l'œil. Il y a aujourd'hui l'Éthiopie qui est en train d'avoir pratiquement le même problème après avoir perdu en 1993 l'Érythrée. Aujourd'hui, il a un problème avec une région, c'est une fédération, le Tigré. La Libye, tout le monde en parle d'une division pratiquement du pays en trois, c'est-à-dire comme elle était à un moment donné dans l'histoire. Donc il y a ce danger qui nous guette. Et je crois que le Premier ministre et le président Sahraoui l'ont rappelé en demandant à l'Union africaine d'accélérer le processus de ratification et le processus donc de bornage des frontières. Juste petit rappel, prenons l'exemple de l'Algérie avec le Maroc. Nous avons signé des accords avec eux en 69 et 72, la convention et les accords différents concernant les frontières, jusqu'à aujourd'hui. En 2020, Ça n'a pas été ratifié. le Parlement européen n'a pas encore ratifié, Le Parlement marocain. le Parlement marocain n'a pas encore ratifié la convention signée en 72. Et, si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, en 2013, le secrétaire général de l'Istiqlal avait remis sur la table Les anciennes l'histoire revendications. du Grand Maroc. Comme par hasard, dans le monde, il y a deux pays qui enseignent des cartes qui ne correspondent pas à la réalité. Il y a le Maroc, il y a Israël. Il y a le Grand Israël, qui est enseigné comme Un fait accompli. un fait accompli. Il y a le Maroc, qui enseigne à ses enfants encore, jusqu'à présent, que la Mauritanie, dont l'indépendance n'a été reconnue Une bonne qu'en partie de la 90. Mauritanie. L'indépendance de la Mauritanie n'a été reconnue par le Parlement européen qu'en 1990. Marocain. Encore une fois, par le Parlement marocain Et là, qu'en 1990. Jusqu'à présent, on enseigne aux Marocains que le Maroc s'étend jusqu'au Saint-Louis, au Sénégal. Ouais. Et- Pour revenir, juste, ouais, je voulais- pour voilà, revenir bien sûr. à l'ouverture des consulats en territoire sahraoui Ah, bah, occupé, je ferai le parallèle avec la tentative de transférer l'ambassade américaine à Tel Aviv. C'est-à-dire c'est un effet d'annonce, ça permet Jérusalem. de mettre les gens devant le fait accompli à Jérusalem, Ouais. de Tel Aviv à Jérusalem. voilà. C'est un petit peu du même copier-coller scénario. pratiquement, du copier-coller qui a été fait. Et justement, Jamel, quand on parle de... Ça me paraît un petit peu étrange, ce rapprochement entre les Émirats arabes unis et le Maroc. Le Maroc était traditionnellement pro-qatari. Le Maroc a participé avec l'Arabie saoudite au bombardement sur le Yémen. Oui, bon, disons qu'il y a un réchauffement. Maintenant, il se retire. D'abord, il retire ses troupes pour consolider le long du mur, parce qu'il est en panne d'effectifs. Et puis, comment expliquez-vous ce soudain regain d'intérêt des Émirats arabes unis avec le royaume du Maroc? D'abord, pendant longtemps, le Maroc a essayé de se mettre à équidistance entre le Qatar et les Émirats. Les Émirats. Et ça a créé une certaine tension entre les deux pays. Comme vous le dites, le roi du Maroc avait brisé l'embargo sur le Qatar en se déplaçant de Dubaï à Lui-même, Doha. Il avait retiré ses troupes de la coalition arabe au Yémen. Les Émiratis ont répondu en tentant de récupérer une partie des confréries religieuses au Sénégal qui étaient réputées pro-marocaines, en aidant un petit peu la Mauritanie en essayant de la faire sortir du giron marocain. Donc il y avait vraiment une période de forte tension. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un redout, et je pense que ce redout est dû à deux éléments. Très bien. Les Émirats ont pendant longtemps investi en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, ils l'ont du côté de l'Afrique de l'Ouest, donc du côté où il y a un territoire censé être marocain. Donc, vous dire à quel point les tensions étaient accrues. Je pense que l'élément qui a renversé les choses, ce serait le processus de normalisation ou la normalisation entre l'entité sioniste
et les Émirats arabes unis. Le Maroc s'est senti un petit peu doublé. Tout le monde sait que le Maroc, dans le monde arabe, est le pays qui a des liens non déclarés, officieux, avec Israël, peut-être les plus avancés. Et le Maroc a beaucoup essayé de jouer sur ce soutien non déclaré à Israël pour se présenter comme une puissance régionale. Et je pense que le Maroc pensait être plutôt le premier pays qui allait normaliser, et le fait que les Émirats normalisent a un petit peu chamboulé les plans du Maroc. Oui. Il a été pris de court. En quelque sorte. Il y a aussi une chose qui me semble intéressante, c'est que depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Émirats sont devenus un peu les fondés de pouvoir des sous-traitants en quelque sorte. Les fondés de pouvoir, des sous-traitants, ou pour ne pas dire le caporal de la politique américaine dans la région. Parce que Trump n'a qu'à du mépris pour l'Afrique. Il l'a dit et redit, il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Et il a du mépris aussi pour le monde arabe. Donc il a laissé les Émirats donc gérer un peu la chose en son nom. Au détriment, bien sûr, d'Afrique du Sud, d'Arabie Saoudite, qui n'était plus en odeur de sainteté parce que ça ne passait pas. Et comme les Émirats ont fait un rapprochement donc avec Israël, ils le disent, ils sont fiers d'avoir de nouveaux amis. Et les Marocains, on connaît un peu donc, les relations, donc l'un dans l'autre. Ça explique un peu ce rapprochement entre les deux pays. Et aujourd'hui, les Émirats agissent aussi dans le cadre, c'est un peu dans la politique étrangère américaine, qui veut un peu reformater le monde africain. Pour rebondir un petit peu sur la politique américaine, parce que le temps qui nous est parti commence à prendre fin. Alors, avec l'arrivée de la nouvelle administration, par exemple, américaine, et à sa tête le nouveau secrétaire d'État Anthony Blinken, qu'on dit qu'il est francophone, il est très engagé pour les peuples. Dans leur quête à l'indépendance. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, ou du moins la nouvelle administration américaine, peut faire pression justement sur les partis en conflit pour éventuellement aller au moins à l'organisation du référendum? Il y a deux éléments qui sont importants à prendre en considération. Rapidement. Il est possible que le président américain Joe Biden renouvelle un peu la demande américaine de 2014 d'Obama pour l'élargissement de la mission de la MINURSO au respect des droits de l'homme. Il est possible aussi qu'au nom de la lutte antiterroriste, que les Américains trouvent un besoin donc, de régler ce problème pour que leur lutte antiterroriste dans la région, parce que les Américains vont renouer avec l'Afrique, à la différence de Trump, parce que tout se joue, c'est un peu l'avenir de la politique américaine. Non, même des conflits avec la Chine, avec le BRICS, se joue en Afrique aujourd'hui. Donc, si les Américains veulent reprendre pied, donc ils doivent régler ce problème du Sahel, et pour le régler, ils doivent trouver une solution à la question donc, qui est posée aujourd'hui. Et je pense qu'ils le feront en imposant aux deux parties, parce qu'ils ont les moyens, de négocier sérieusement. Très bien. Avec un délai imparti et qui ne saurait tarder un mandat. Très bien, messieurs, notre émission arrive à son terme. Je vous remercie de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, notre émission arrive à son terme. Un coucou à Neil derrière son équipe technique. Madame, monsieur, très bonne fin de soirée. Au revoir.